Bonjour. Alors, je vais vous demander, premièrement, si vous pouvez éteindre vos micros c'est pour les personnes qui sont en ligne et vos téléphones pour celles qui sont sur place. Alors, la présentation sera d'une durée d'à peu près 90 minutes. Euh, donc, 30 minutes de présentation, une période de 20 minutes avec les programmes cliniques pertinents à la thématique de Lisiane et une période de questions de 30 minutes avec les chercheurs intéressés à collaborer avec Dr. Bouvier. La présentation sera enregistrée. Vous pouvez éteindre votre caméra si vous le désirez. La captation sera déposée sur le site web de l'IRDPM. Alors, je vous présente Stefano Rezzonico, qui est responsable du créneau communication et cognition, qui va vous présenter Dr. Lisiane Bouvier. Merci, bonjour, bienvenue à tout le monde. On a tous bien hâte de découvrir plus sur ce que le LIPS va faire. Et on a donc avec nous une nouvelle chercheuse au CRIR et à l'URDPM qui est Lisiane Bouvier. Elle est orthophoniste, elle a un doctorat et elle enseigne, elle est professeure à l'école de communication humaine de McGill. Et comme j'ai déjà dit, donc, elle est chercheure à l'URDPM et au CRIR. Alors, c'est avec enthousiasme qu'on t'accueille avec nous et on te laisse présenter. Puis, comme on disait, il y aura un moment pour des échanges plus informels. Merci. Merci beaucoup, Stéphano, Patricia. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui se fait dans mon laboratoire au LIPS. Donc, je vais commencer par une introduction du laboratoire, de mon parcours à moi, les objectifs de recherche de mon lab, parler un petit peu des projets en cours, les projets qui sont à venir. Puis, on va avoir la période de discussion et questions. Donc, le grand objectif, c'est vraiment de présenter les projets, les orientations du laboratoire avec le but, secret, pas très secret, d'aller vraiment offrir mon expertise et voir les opportunités avec un T de collaboration, autant avec les secteurs plus cliniques que les secteurs de recherche. Donc, un peu sur moi, j'ai fait mon baccalauréat en linguistique et psychologie à l'Université de Montréal. Puis, je suis allée faire ma maîtrise en orthophonie à l'Université Laval, où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de questions encore sur le français québécois, sur les troubles de la parole, que j'ai décidé de faire un doctorat en sciences cliniques biomédicales, aussi à l'Université Laval, avec Laura Moneta et Vincent Martel-Sauvageau. Puis, je suis allée faire un postdoctorat en sciences cliniques et évaluatives à l'Université de Toronto avec Dr. Yana Yanosova. Depuis, j'ai commencé un poste de professeur adjointe à l'Université McGill, à l'École des sciences de la communication humaine, et je suis chercheure régulière au CRIR-URDPM depuis décembre 2023. Oui, je suis trop proche, hein? D'accord. Donc, parcours accéléré, je suis à McGill et au CRIR. Donc, c'est là que j'ai débuté mon laboratoire, Laboratory for Impaired Production of Speech.
qui est aussi le laboratoire des troubles de production de la parole. Donc, vraiment, le but du laboratoire, c'était d'avoir de la recherche qui est vraiment clinique. Donc, comme clinicienne de formation, la clinique, ça reste vraiment au cœur de mes préoccupations de recherche. Ce que je fais, je veux que ce soit utile en clinique, je veux que ce soit utile comme clinicien. Je veux que pour les patients, ça résonne aussi. Puis notamment là, dans une idée d'équité culturelle aussi. Donc, je parlais tout à l'heure du français québécois où ben, finalement, on n'a pas grand-chose qui était validé, qui était normé en français québécois. Puis, on se trouve souvent à faire des adaptations maison de tests qui existent en anglais ou des diagnostics qui existent en anglais. On essaie d'appliquer les mêmes critères en français, ce qui ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, le but, c'est vraiment d'assurer une équité, une adéquation des tests au niveau linguistique, au niveau culturel, pour avoir une pratique qui est basée sur les évidences. Puis, toujours dans un esprit de collaboration avec d'autres chercheurs, mais aussi avec des cliniciens de différentes disciplines. Donc, mes recherches sont situées sur un continuum là, de connaissances plus fondamentales vers la recherche qui est vraiment très appliquée. Puis, entre les locuteurs qui sont en santé et les populations cliniques, spécialement en maladies neurodégénératives surtout. Puis, en fait, mes projets de recherche se trouvent un peu aux différentes intersections. Si on pense, en fait, aux recherches que je fais qui vont voir les interactions entre la parole, le langage, la cognition, ben, on a besoin d'aller voir ce qui se passe chez les gens qui sont en santé pour pouvoir éventuellement appliquer aux populations cliniques. C'est des connaissances fondamentales, mais dans le but de les appliquer à un niveau clinique. Puis, en fait, c'est un peu la même chose. Je fais des recherches sur la variabilité à l'intérieur d'une même personne. Mais même si on va chercher des données chez des locuteurs qui sont en santé, le but, c'est toujours d'aller traverser ce continuum-là, d'aller voir, en fait, comment on peut l'appliquer en clinique. Et finalement, en fait, le développement d'outils va être vraiment inspiré par toutes ces composantes-là, où c'est vraiment de la recherche très appliquée pour les populations cliniques. Et pour permettre, en fait, d'aller caractériser les troubles de la parole chez les locuteurs franco-québécois. Donc, je me promène un peu dans ce continuum-là, dépendamment des projets, dépendamment des objectifs, de qui vient le besoin de cette recherche-là aussi. Donc, il y a 3 grands axes de recherche dans mon laboratoire. Je m'intéresse particulièrement là, aux troubles de la parole qui sont d'origine neurodégénérative. J'ai fait mes travaux de doctorat sur l'apraxie primaire progressive de la parole. Et c'est une population, en fait, qui me tient beaucoup à cœur et sur laquelle j'ai continué de travailler depuis. Puis, je travaille aussi particulièrement sur les biomarqueurs précoces progressifs en sclérose latérale amyotrophique. Donc, aller voir, en fait, quels sont les marqueurs dans la parole qui nous permettent de faire un diagnostic plus rapide ou d'aller suivre l'évolution au-delà des mesures plus objectives ou quand on pose, en fait, des questions vraiment sur l'impact. Comment, ensemble, on peut aller regrouper toutes ces informations-là pour mieux suivre nos patients. Je m'intéresse aussi beaucoup au développement ou à l'adaptation des outils d'évaluation. Notamment, on a une tâche de lecture standardisée qui a été développée par Timothy Pommy, qui a été publiée l'an dernier en français européen avec notre collaboration ici au Québec. Puis, en fait, de voir comment on peut adapter cette tâche-là pour s'assurer qu'elle est valide chez nos locuteurs franco-québécois pour avoir justement une tâche qu'on pourrait utiliser entre tous les cliniciens. Une tâche qui pourrait nous permettre d'aller voir plusieurs composants de la parole, mais qui est vraiment basée sur des évidences, sur un processus scientifique qui nous permet d'aller vraiment ancrer ces données cliniques-là dans la recherche scientifique pour mieux répondre à nos questions cliniques.
Je m'intéresse aussi aux outils techno pour le soutien au diagnostic et à l'évaluation. Donc, jamais pour remplacer un clinicien. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle et les robots vont nous remplacer comme orthophonistes, mais je pense qu'on peut justement aller chercher les acquis qui sont faits en technologie pour aller soutenir certaines analyses, par exemple, qui sont très longues, laborieuses à faire à la main. Mais comment est-ce qu'on peut aller chercher certaines analyses automatiques, par exemple au niveau acoustique, pour justement obtenir des mesures objectives qui nous permettent, comme cliniciens, de prendre ces décisions-là. Donc, d'appliquer notre regard clinique sans prendre tout notre temps pour faire des analyses manuelles, finalement. Donc, je travaille à faire des analyses plus semi-automatisées en parole, sur de la parole saine, pour l'évaluation des processus de production de la parole, mais aussi comment faire pour que ces outils d'évaluation-là, ces analyses semi-automatiques-là, fonctionnent avec la parole pathologique. Parce que beaucoup d'instruments fonctionnent très bien avec de la parole saine, puis quand on arrive avec un problème de voix ou un problème d'articulation, finalement, ça ne fonctionne plus du tout. Puis, ce n'est pas capable de reconnaître la parole ou de faire les analyses automatiques comme il faut. Donc, d'essayer d'adapter tout ça. Finalement, je m'intéresse aussi beaucoup à la variabilité à l'intérieur d'une même personne et entre les différents groupes, ainsi qu'aux aspects cognitifs qui sont liés là, à parole, langage. Donc, notamment chez les patients qui sont atteints de SLA, comment est-ce qu'on peut trouver des signatures, des portraits chez les patients dans comme un peu des images de symptômes qu'on peut retrouver ensemble. C'est quoi le niveau d'interaction qu'il y a entre les troubles de parole avec certains aspects de langage, certains aspects de cognition? Quels patients sont plus susceptibles de développer quel type de symptômes avec le temps? Parce qu'on trouve beaucoup d'hétérogénéité dans nos profils de patients dégénératifs, pas juste en SLA, mais justement d'essayer de trouver comment on peut voir des patrons dans tout ça. Tout en gardant là, cet aspect d'individualité-là de chaque personne. De trouver aussi, au niveau des déterminants de la santé et de la variabilité, qu'est-ce qui fait qu'on est plus variable comme locuteur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très axé sur un questionnement clinique parce que si j'évalue un patient une journée, que je le réévalue le lendemain, s'il n'y a pas la même performance, est-ce que c'est parce qu'il a vraiment changé ou juste parce que c'est normal de varier dans notre parole, puis d'essayer de voir justement lequel de ces variations-là sont normales, lesquelles ne sont pas normales. Quand est-ce qu'on devient plus vulnérable ou moins vulnérable, puis comment ça évolue au long de la maladie. Je voulais vous donner un peu des exemples de projets qui ont été faits dans mon laboratoire dernièrement. Notamment en apraxie primaire progressive de la parole. Donc, comme je disais, je m'intéresse beaucoup à l'évaluation, mais j'ai quand même eu envie d'aller faire un peu d'intervention. Donc, on a appliqué une thérapie LSVT loud qui est typique du traitement qu'on fait avec les gens qui ont la maladie de Parkinson, mais avec l'idée, en fait, d'aller stimuler globalement le système. C'est des patients chez qui je réalise qu'il y a souvent des problèmes au niveau de la phonation auxquels on ne s'attendrait pas nécessairement. Peut-être un peu d'apraxie phonatoire, un peu de dysphonie, des patients qui rapportent qu'ils n'ont pas assez d'intensité, donc ils ont une hypophonie aussi. Donc, d'aller voir, en fait, est-ce qu'on est capable d'aller travailler avec ces patients-là parce que pour l'instant, on n'a pas de données basées sur les évidences, sur comment aider ces patients-là à s'améliorer. Donc, on a fait une étude de traitement chez 3 cas. Puis, on est arrivé à, en fait, certains résultats positifs dans lesquels on a réussi à aider ces patients-là, pas pour absolument tout, mais notamment sur des questions de confiance à parler. Donc, c'est vraiment nos analyses qualitatives qui nous ont permis de prendre confiance là, en ce travail-là, où on s'est dit, bien, finalement, peut-être qu'au niveau acoustique, on n'a pas exactement les résultats qu'on voulait, mais nos 3 patients ont rapporté se sentir plus en confiance, avoir eu des beaux commentaires de leur entourage. Ça m'a vraiment confortée dans cette
transition-là que j'ai vraiment vers quelque chose de très, très clinique, puis de vouloir aller chercher finalement l'input des patients dans qu'est-ce qu'ils ont besoin. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'être tellement plus clairs au niveau de l'articulation ou plus fort, mais c'est cette composante-là qui est devenue vraiment très forte pour l'autodétermination de ces patients-là. C'est vraiment venu me chercher, puis ça a orienté certains projets qui sont à venir. Je m'intéresse particulièrement aux caractéristiques acoustiques aussi. Donc, aller voir comment est-ce qu'on peut aller évaluer la précision, la variabilité de la parole chez ces patients-là en français québécois, parce qu'on n'a pas de critères diagnostiques propres au français québécois et au français plus globalement, c'est un peu plus difficile encore pour l'apraxie de la parole. Donc, qu'est-ce qui nous permet de définir l'apraxie de la parole chez nos patients? Au niveau de la SLA, donc je m'intéresse aux biomarqueurs, à quelles caractéristiques acoustiques de la voix, donc vraiment au niveau du son, qui nous permet d'aller faire ce diagnostic-là, puis de voir comment ça se marie avec des données langagières, des données cognitives, pour arriver à avoir des meilleurs sous-profils de patients et faire un meilleur pronostic. Et bien entendu, voir comment ces patients-là sont en franco-québécois. Donc, quelques projets en préparation en ce moment. Il y a une adaptation, validation de la tâche de lecture de texte, le voyage d'Alice, qui est en train de démarrer. Une communauté de pratique aussi en trouble des motoneurones, qui est quelque chose qui est vraiment sorti d'un besoin des cliniciens. Donc, le but, c'est d'essayer de justement aider les cliniciens à se rassembler et à avoir un meilleur accès aux ressources scientifiques, de se concerter au niveau clinique aussi. Puis, finalement, revoir un peu l'évaluation de la praxis de la parole en français, se coordonner pour peut-être adapter un outil en français québécois et voir en fait les pratiques qu'il y a au Québec pour l'évaluation de la praxis. En attente, en ce moment, on a deux projets qui me tiennent beaucoup à cœur. En fait, j'aime tous mes projets, là, mais ceux-là, comme sont excitants parce qu'on est dans l'attente des réponses de financement. Donc, je vais commencer par le deuxième, qui est un projet pour la SLA avec une grande banque de données canadienne qu'on a, qui est en cours de collecte, pour faire une caractérisation vraiment globale où on a plein de données de parole, de langage, de cognition, de neuroimagerie. C'est rare qu'on a toutes ces données-là en même temps chez un même groupe de patients de façon longitudinale. Donc, c'est vraiment intéressant de voir là, en fait, comment on peut trouver des patrons de symptômes, mais aussi à quel point il y a de la variabilité, il y a de l'unicité à l'intérieur de ça. Donc, non seulement aller voir les grands patrons pour trouver des sous-groupes, mais voir est-ce qu'il y en a vraiment des patrons parce que peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Le deuxième projet qui est avec Ingrid Verda qui porte sur l'établissement d'un laboratoire vivant qui en fait l'aboutissement un peu de toutes ces réflexions-là où l'impact des patients, le développement avec les cliniciens, c'est quelque chose que je construis tranquillement, puis qui, finalement, je trouve, apporte tellement à la recherche d'aller chercher quelque chose, non seulement qui est pertinent cliniquement, mais qui est pertinent dans le milieu. Comment ça peut être développé ensemble pour que vraiment ça réponde aux besoins, vraiment ça réponde à aujourd'hui quels sont les besoins dans le milieu avec les patients, avec les groupes communautaires, avec les gestionnaires aussi. Donc, d'avoir une vision qui est plus globale, c'est un projet que je trouve vraiment très stimulant, qui, j'espère bien, va être financé. Ce sera pas bien long.
Donc, si ce projet-là est financé, en fait, il va nous permettre de soutenir plusieurs projets qu'on a en ce moment dans notre tête ou en branle, notamment la communauté de pratique en trouble du motoneurone, d'avoir une meilleure transparence dans les services, de redéfinir en fait où on trouve l'information, comment on la distribue, puis de repenser aussi la vision du trouble de parole, du trouble de communication pour en fait accompagner cette image très médicale qu'on a du trouble, mais vraiment d'avoir un processus d'accompagnement. Parce qu'en trouble neurodégénératif, on sait que ce ne sera pas curatif comme orthophoniste, mais il y a plein d'autres choses qu'on sait qu'on peut faire, mais des fois, c'est de trouver des ressources, la façon que ce soit plus uniforme, que ce soit vraiment adapté. Donc, c'est de là que part l'idée du laboratoire vivant pour vraiment trouver où sont les besoins à ce niveau-là, puis comment on peut y répondre de façon optimale. Puis, de faire aussi, en fait, plus de sensibilisation et de valorisation des différences au niveau des habiletés de communication, de parole. Euh, donc, c'est cela. Euh, donc, ça vous donne quand même une petite idée de toutes les choses qui se passent dans ma tête comme, comme chercheur. Euh, j'ai, j'ai un parcours un peu éclectique. Mais il y a quand même des choses qui en ressortent là, au niveau des troubles de production de la parole. Je pense que si ça vous intéresse, il y a quand même une contribution pertinente qui peut être faite à ce niveau-là. Là. J'ai quand même une bonne expertise en troubles de production de la parole, euh, particulièrement en dégénératif. Je m'intéresse de façon globale à ce qui est dégénératif et pas seulement, là, j'ai travaillé beaucoup en apraxie progressive, en SLA, mais les processus dégénératifs de façon générale, en fait, m'intéressent beaucoup. Puis comment ces différentes pathologies-là vont affecter les habiletés de parole. Cette intersection-là aussi entre langage, cognition, parole, l'intégration des différents aspects, la spécificité aussi de la langue, puis les trucs qui sont liés à la langue en particulier, en opposition à ce qui est plus universel à travers les langues. Euh, Faire l'application clinique, l'adaptation linguistique, l'évaluation de l'efficacité, de la validité des outils. J'ai travaillé avec plusieurs équipes multidisciplinaires. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis finalement, en fait, quelque chose qui ressort beaucoup de mon parcours, en fait, c'est que je travaille avec des maladies orphelines en français québécois. Euh, les, les études de cas, séries de cas, les petits échantillons, j'aime ça, ça me fait pas peur. On est capable d'avoir des belles données avec ça aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant aussi comme approche, puis ça rejoint aussi beaucoup de mes valeurs de recherche, d'avoir des fois des petits échantillons. Donc, ça me fait toujours plaisir de parler de comment on peut aller chercher des données avec des petits échantillons. Donc, merci beaucoup. Merci au CRIR et à l'URDPM, au réseau Inter et à McGill qui est disparu en bas. Euh, il y a comme un semi-carré là, qu'on voit presque. Mais merci à McGill. Merci, Lisiane. Alors, on va donner priorité aux personnes, les cliniciennes. Si vous avez des questions que vous voulez adresser à Lisiane, ce serait le temps. Je suis encore disponible après aussi. Il y a mon courriel si ça vous vient plus tard. Ouais.
Merci. Vous pouvez en ligne, vous pouvez lever la main pour qu'on permette d'ouvrir vos micros si jamais vous avez des questions puis vous voulez la dire à l'oral. En attendant, on a une question de Claudine Auger qui te félicite pour ton excellente présentation et qui demande avec qui collabores-tu pour les analyses NLP? Ce serait intéressant de penser à une conférence méthodologique sur les études de cas uniques ou sériels. Si tu veux le lire, je peux te laisser. Donc, en fait, pour les analyses qui sont plus au niveau euh, du Natural Language Processing, en fait, j'ai été approchée par une équipe à l'ETS. Donc, c'est dans les projets, les choses qui sont possiblement en cours. J'ai toujours l'ouverture et l'intérêt de voir, en fait, différentes façons parce que dans une même pratique, on peut avoir différentes façons d'approcher le problème. Euh, Et toujours intéressé de parler de méthodologie pour les cas uniques, effectivement, Claudine, merci. On a une question en ligne encore. Quelqu'un qui demande, peut-on participer à la communauté de pratique? Si oui, quand et où? Oui, absolument. Donc, en fait, la communauté est encore en définition de besoins et devoirs. Justement, là, on a une rencontre qui s'en vient au mois d'octobre, donc n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. J'essaie de joindre tranquillement toutes les orthophonistes qui sont dans le domaine. Là, ça se construit tranquillement, mais l'idée, en fait, c'est justement de voir où sont les besoins, quand, quoi. Donc, il n'y a pas de définition claire encore, mais ça s'en vient. Donc, oui, écrivez-moi un courriel et ça va me faire plaisir de vous ajouter à la liste et à la rencontre prochainement, là, à la fin du mois d'octobre. On n'a pas d'autres questions en ligne pour l'instant. On a un commentaire, quelqu'un, Audrey Bourgon, qui dit, en tant que clinicienne en maladie dégénérative qui ressent le manque de littérature au quotidien, votre labo me donne espoir. Merci pour tout. Donc, on a un Ça écran fait de plaisir. commentaires ici. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions dans la salle? Si oui, on va faire passer le micro. Ok, j'en profite aussi pour dire bonjour à Audrey, qui, je la comprends totalement. Lisiane, moi, la question que je voulais te poser, parce que tu parles de justement vouloir faire ce lien entre la clinique et puis la recherche, puis tu as été clinicienne pendant un certain moment, et je me demande, toi, quand tu étais clinicienne, tu t'es pas tout de suite rentrée dans la recherche, tu as quand même eu une expérience clinique à un moment donné, puis tu es retournée faire ton doc En ou fait, j'ai comment? fait les deux en même temps. J'ai fait de la clinique pendant mon doctorat, donc je croyais partir et faire de la clinique. Finalement, la recherche m'a appelée plus tôt. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de faire les deux, ce qui m'a permis de voir, en fait, l'écart qu'il y avait entre quand j'étais dans mes souliers de clinicienne, puis quand j'étais dans mes souliers d'étudiante de doctorat, puis juste l'accès, la facilité avec laquelle moi j'avais accès à des nouvelles connaissances. Puis là, j'arrivais au milieu clinique, puis je me disais, OK, mais les connaissances que j'ai d'un côté, je suis pas toujours capable de les appliquer Mm. comme clinicienne, même si j'ai accès à ces articles-là. Puis, ben, des articles scientifiques, c'est pas suffisant pour diffuser puis implémenter ce qu'on fait comme chercheur. Puis je pense que ça m'a vraiment confrontée à, OK, il y a plus que ça, il y a plus que faire juste de la recherche pour répondre à ces questions-là. Même si la question vient de la clinique, il faut développer la recherche en lien avec la clinique parce que sinon, ben, ça fait un papier de plus dans leurs onglets Chrome à lire un Mhm, jour. mhm, Puis ça ne s'implémente pas toujours aussi bien, là. mm. En fait, oui, c'est là-dessus que j'avais envie de t'entendre parler plus. C'est aussi comment toi, si tu te remets dans ton rôle de clinicienne dans les milieux, et si tu imagines que tu n'avais pas eu ce double rôle-là, toi, tu aurais voulu avoir quoi comme chercheur autour de toi? Tu vois, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que toi, tu aurais voulu avoir accès à une chercheure comme toi dans la clinique? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça?
Non, c'est vraiment une bonne question. En fait, je pense que j'ai eu la chance d'être moi-même assis à côté de moi dans la clinique pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas puis comment ça s'applique pas. Puis je pense que c'est un peu d'où vient mon idée d'aller vers les cliniciens pour on puisse vraiment s'asseoir ensemble puis discuter de qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas, mais plus en posture d'écoute qu'en posture de moi à apporter des solutions parce que mais je suis plus au quotidien dans la clinique, mais quand j'étais dans la clinique, je me dis, mais écoute-moi, ce sera pas long. Ça, c'est les problèmes. Ça, c'est ce qui fonctionne pas, les questions qu'on a. Lesquelles sont les priorités? Parce qu'il y a toujours plein de questions, mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres dans une certaine réalité clinique comparée à une autre. Donc, ce dialogue-là, en fait, manque. Mm. En fait, m'a manqué, moi, comme clinicienne, à ce moment-là. Puis, j'essaie de combler cet ancien vide-là. Mm. en- Mm. Mais merci. Puis j'encourage l'idée de Claudine aussi. On a envie d'une conférence et réfléchir au cas unique, etc. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre ici? Merci. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions en ligne. Est-ce que dans la salle, quelqu'un d'autre voudrait se lancer? Si personne n'intervient, on va très bientôt fermer la rencontre en ligne. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et l'énergie de prendre votre dîner avec moi.